Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché du jeudi 21 juin 2018. Comme vous le savez aujourd'hui, nous avons plusieurs rendez-vous. Nous avons tout d'abord la BNS, le changement la décision des taux de la BNS qui devrait être un non-événement. Mais sinon, à part cela, nous avons la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre, c'est pareil. Toutefois, il n'y a aucune hausse des taux qui est attendue. Cependant, la BOE pourrait préparer une augmentation, un relèvement de son taux directeur pour août ou décembre, qui sont ses deux prochaines décisions monétaires. Voilà, donc mis à part ces deux banques centrales, nous avons, comme vous avez pu lire, l'OPEP, le cartel qui se réunit à partir d'aujourd'hui à Vienne pour sa réunion, dans laquelle elle pourrait décider d'augmenter sa production. On va voir dans un petit instant, mais on a l'Iran qui a ouvert la porte hier à une possible légère augmentation de la production du cartel. Donc on va probablement avoir une augmentation de la production de l'OPEP, ce qui devrait avoir un impact négatif sur le prix si le marché n'a pas pricé entièrement l'annonce. Voilà un petit peu pour les grandes lignes de la journée. Bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Phil que je sais également, Ramsey, Thierry, Raymond, AG. Voilà, bien le bonjour à vous tous. Son image ok, c'est parfait. On va pouvoir commencer ce point de marché avec l'avertissement légal sur le risque. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est alternative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, petit tour de l'actualité de la veille de cette nuit. Alors, hier, nous avons la Commission européenne qui a adopté des droits de douane sur une liste de produits américains d'une valeur de 2,8 milliards d'euros et qui entreront en vigueur dès demain, vendredi 22 juin, à savoir que ces taxes sont en accord avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Sinon, nous avons les constructeurs automobiles allemands qui ont discuté avec l'ambassadeur allemand aux États-Unis et qui proposent de mettre fin à la taxe de l'UE de 10% sur les voitures importées des États-Unis. Voilà, d'un point de vue historique, les États-Unis taxent toujours les voitures qui sont fabriquées aux États-Unis et qui rentrent en Europe. Donc, afin de remédier à la guerre commerciale entre les États-Unis et l'UE, eh bien, ces constructeurs allemands proposent de supprimer ces taxes. Le ministre iranien du pétrole, comme je vous l'ai dit, qui exprimait plutôt des doutes et qui était plutôt fermé quant à une augmentation de la production avec le Venezuela, eh bien, a indiqué hier que l'Iran pourrait être ouvert à une légère augmentation de la production, ce qui renforce le scénario de voir une augmentation de l'OPEP. Et sinon, nous avons le gouverneur de la Banque du Japon qui a demandé à son gouvernement une augmentation de 3% par an des salaires afin d'aider la Banque centrale à atteindre son objectif. Voilà, je l'ai inscrit, ça peut y avoir un impact sur le marché, mais je pense que c'était intéressant de le noter, voilà, parce que c'est pas commun ce genre d'annonce, donc voilà. Au niveau des chiffres d'hier et de ce matin, on a une légère hausse de Wall Street, alors tiré comme d'habitude par les valeurs tech, le Nasdaq qui prend 0,13, le Nasdaq Composite qui prend plus de 1%, donc voilà, valeur tech en hausse, le Dixie qui progresse de 0,05%, à l'inverse le Dow Jones qui est surtout composé de valeurs bancaires mais également industrielles, et bien un recul de 0,17%. Voilà, donc sous-performance des valeurs bancaires et surtout industrielles. Le rendement du T-Note se détend, il prend 4 points de base, ce qui veut dire qu'il y a un marché obligataire vendu et donc qu'on a eu de l'appétit pour le risque hier. Ce matin, la tendance semble se poursuivre. On a le yen qui est en baisse, le gold également, le Nikkei qui progresse et le Hang Seng qui est en baisse. Et donc on a plutôt, je dirais, de l'appétit pour le risque ce matin. Et d'ailleurs, les futurs européens sont également en hausse. Calendrier économique. On a eu le PIB de la Nouvelle-Zélande qui a été publié à minuit 45, qui a été publié dans la lignée du consensus à 2,7%, soit un ralentissement sur le rythme annuel. Le mois précédent, enfin
Le trimestre précédent, c'était un rythme de 2,9%, également sur un rythme annuel. 9h30, donc dans un peu moins de 30 minutes maintenant, dans un peu plus de 20 minutes, les taux de la BNF, bon comme je vous l'ai dit, statu quo qui est attendu, aucune hausse des taux n'est attendue avant 2020 pour la BNF, donc voilà, ça devrait être un non-événement. C'est plutôt à 13h avec la décision des taux de la Banque d'Angleterre qui sera source de volatilité. Alors pareil, aucun changement dans la politique monétaire n'est attendu, mais par contre, nous pourrions voir un communiqué plutôt hawkish et qui ouvrirait potentiellement la voie à une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Voilà un petit peu pour ce qui est du calendrier économique. Et pour ce qui est de l'OPEP, l'OPEP annoncera sa décision officielle demain matin. Demain matin à 10h30, il me semble. Donc aujourd'hui, c'est une journée de réunion. Il y aura des rumeurs, il y aura peut-être des annonces, peut-être ça va sans doute être volatile sur le pétrole, mais il n'y aura pas d'annonce officielle. Alors, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Thierry qui nous dit sur BFM ce matin, un journaliste disait que maintenant les valeurs techno Nasdaq étaient devenues des valeurs refuges. Qu'en penses-tu? Alors, je suis plutôt d'accord dans le sens. Alors, valeur refuge, je pense pas que c'est le bon mot, parce que valeur refuge, on a tendance à c'est plutôt pour se couvrir une valeur refuge, ou en tout cas s'apprécier en période d'aversion pour le risque. Or, bon, là, on a plutôt disons que, alors, les valeurs tech résistent mieux au climat d'aversion pour le risque. Maintenant, est-ce que c'est des valeurs refuges? Je ne pense pas, parce que déjà, c'est volatile. Les valeurs, si vous regardez le Nasdaq, il est quand même un petit peu plus volatile que le S&P. Et de deux, c'est pas le Nasdaq n'est pas un indice qui va s'apprécier lorsqu'il y a l'aversion pour le risque. Il va mieux résister pendant les périodes d'aversion. Maintenant, de là à dire que c'est une valeur refuge, ça me semble un petit peu trop gros, mais après c'est relatif. Hein. Voilà, il n'y a pas de. On peut comprendre cette mention de valeur refuge. Maintenant, je pense que c'est pas totalement, enfin selon moi, c'est pas totalement adapté, mais bon, après ça regarde chacun d'entre nous, mais donc on regarde le Nasdaq. Ouais, que le Nasdaq, oui, il résiste. Oui, il est haussier, il résiste beaucoup mieux que le S&P. Maintenant, si on regarde un crack, vous voyez ici dans cette période d'aversion pour risque, ce fut le cas sur le S&P, comme ce fut le cas sur le Nasdaq ou sur le CAC ou sur le Nikkei. Donc voilà, est-ce que c'est une valeur de refuge? Non. Et dans le même temps, vous voyez, on avait eu la hausse du gold. Hausse du gold et il me semble une hausse voilà, on avait une hausse du dollar également. Donc voilà, pour moi le Nasdaq n'est pas une valeur refuge, mais c'est clair que cet indice résiste beaucoup mieux, enfin les valeurs technologiques résistent beaucoup mieux aux périodes d'aversion pour le risque. Ça ne veut pas dire que c'est une valeur refuge. Voilà, donc écoutez, on va commencer. On va commencer par analyser ce marché. Comme on peut voir ce matin, le dollar est la devise la plus forte. Regardez, tous les devises sont en baisse face au dollar, avec une nette sous-performance du NZD, du GBP et du yen. Étant donné qu'on a eu un PIB décevant en Nouvelle-Zélande. C'est pour ça qu'on a cette sous-performance. Donc, le dollar, Dixie, on va regarder déjà notre USD Index, qui continue à progresser. Le Dixie, qui franchit les 95 points. Vous voyez, hier, il y a eu la clôture des 95, donc c'est techniquement des signaux aussi. On a une convergence des signaux. Donc j'ai envie de dire, eh bien, le dollar peut se payer sur du court terme. Maintenant, attention. Attention parce que, regardez le momentum. Le momentum est en baisse. Le RSI est en baisse depuis la fin mai, alors que le prix est en hausse.
Donc on a une divergence entre prix et momentum, une divergence baissière. Ça ne veut pas dire qu'il faut directement rentrer à la vente parce qu'on a toujours un RSI, un momentum qui est bullish, étant donné que le RSI est au-dessus de 50. Mais dès lors qu'on aura un franchissement de 50, ça pourrait être considéré comme un signal baissier suffisant pour se positionner à la vente. Voilà. Donc pour le moment, on a des signaux aussi sur le dollar. On a breakout, que ce soit sur le Dixie ou sur notre USD index équipondéré. Donc oui, le dollar peut s'acheter sur du très court terme dorénavant. Maintenant attention, je pense pas que nous devons nous positionner sur du moyen ou long terme pour le moment. Tant qu'on a ces divergences, ça met en question un petit peu la, la tendance tout simplement. Donc voilà, dollar qui peut se payer sur du court terme. Donc l'euro dollar, on vient chercher les 1,15 assez rapidement. Là, il y a 50 pips à aller chercher. Le GBP, bon, ça va dépendre de la BOE, mais c'est pareil. Je pense que il y a des chances que le GBP continue d'être sous pression. Le NZD-USD est revenu à son support. Vous voyez son support mensuel qui est en place depuis juin 2016, donc depuis 2 ans finalement. Il n'a pas été dépassé depuis 2 ans ce niveau de support, donc c'est pas un niveau de support encore à shorter. Si on a le prix qui clôture la semaine sous ce support, alors oui, on pourra vendre le NZD. Maintenant, moi, ce que je vois, voilà, c'est qu'on a eu un plus bas en novembre à 0,6790. Donc, on a 40 pips de baisse à aller chercher sur la NZD USD. C'est possible que le cours vienne chercher ce niveau de prix sur du court terme. L'USDK, dans l'inverse, eh bien, progresse. Il progresse, on a le CAD qui est sous pression à cause des tensions de la guerre commerciale des États-Unis et la non-tendance des cours de pétrole. Donc on n'a pas vraiment de facteurs qui soutiennent le dollar canadien pour le moment. Et donc voilà, on a l'USD4 qui progresse. Prochaine résistance, elle est ici, elle est à 1,35. Donc c'est un peu impossible que l'USD4 vienne peut-être pas chercher mais tendre vers ce niveau de prix. En tout cas, on voit que le prix est dans une zone d'excès, tout comme le RSI, donc prudence. Je ne pense pas que le SDK soit une paire à acheter. À ce niveau de prix, ça vaut pas trop la peine. Vraiment sur du court terme, l'euro USD, c'est peut-être la meilleure paire à trader pour acheter le dollar. Donc vendre de l'euro dollar pour chercher les 1,15 sur du très court terme. L'AUD c'est pareil. L'AUD, vous voyez ce niveau de support, ce plus bas à 0,7327, eh bien c'est possible d'aller le chercher sur du court terme. Maintenant c'est quoi? C'est sur le dollar on a 50 pips, là on a 25 à peine. Donc voilà, l'AUD USD c'est peut-être un peu moins intéressant de le vendre que l'euro dollar. Donc s'il y a une paire majeure en intraday à vendre, c'est bien l'euro dollar. Et l'USD-CHF, vous voyez que l'USD-CHF a du mal à partir à la baisse. Le franc suisse a du mal à surperformer sur du moyen terme. Néanmoins, encore une fois, je m'attends à ce que cet été, nous voyons les devises refuges, les actifs même refuges, vraiment s'apprécier. Et donc tout ce qui est yen, tout ce qui est CHF, tout ce qui est couronne norvégienne, eh bien, devraient être des devises appréciées par les investisseurs ces prochaines semaines. Donc là, vraiment, ce matin, au vu de ce qu'on a ici, eh bien, l'USD, c'est la devise à payer en intraday. Et à l'inverse, tout ce qui est NZD, Yen, GBP, c'est des devises qui peuvent se vendre. Je dis bien en intraday. Donc USD Yen, vous voyez, le récent plus haut là, vers les 111, un peu en dessous de 111, donc 110, 90. Donc là, il y a une vingtaine de pips à acheter. Il y a une vingtaine, mais encore une fois, entre 20 pips à l'achat sur le USD Yen et 50 pips à la baisse sur l'euro dollar, je pense que les 50 pips à la baisse sur le dollar sont beaucoup plus intéressants. Au niveau des indices, nous avons l'Eurostoxx, l'Eurostoxx qui ouvre avec un léger gap baissier. Pas de gap, prix de clôture, prix d'ouverture, excusez-moi, pas de gap. Par contre, on a le prix qui teste sa moyenne mobile à
à 50 périodes, 100 périodes pardon, ce matin. Et vous voyez que le cours avait ouvert à cette moyenne mobile la veille. Il avait ouvert avec un gap haussier. Donc voilà, prix sous la moyenne mobile à 100 jours. Je pense qu'elle peut être dépassée au vu du léger appétit pour risque qu'on a ce matin. Vous voyez, tout ce qui est futur, ils sont dans le vert. Donc on a plutôt l'appétit pour risque. L'euro-dollar en plus est attendu, enfin il est en baisse et devrait continuer à baisser jusqu'à 1,15. Le pétrole, bon, ne faisons pas attention parce qu'il devrait être assez volatile aujourd'hui. Mais donc l'euro-dollar en baisse, ce qui devrait être profitable pour les marchés actions en plus de l'appétit pour le risque. Les marchés actions européens, bien évidemment. Donc l'Eurostock, je pense qu'il peut franchir cette moyenne mobile. Le CAC, on voit, teste sa moyenne mobile à 200 périodes depuis maintenant la troisième journée consécutive. Et eh bien c'est possible, je pense, de viser le plus haut de la veille. Le DAX c'est pareil, plus haut de la veille. Ça me semble possible de le viser, ou du moins le prix d'ouverture. Donc vers les 12 734, 12 760 points. Et si vous mettez des points pivots, donc en 5 minutes, les points pivots, vous voyez le R1 journalier semble un bon objectif. D'ailleurs, hier on avait parlé du R1 et finalement on a eu une baisse. Alors non, le R1 qui avait été atteint, voilà. Donc on avait parlé du R1, le R1 qui avait été atteint en très peu de temps. Et finalement on a une légère clôture à la baisse, mais pas très loin du prix d'ouverture. Voilà, donc le R1, on a plutôt de l'appétit pour risque ce matin, donc il devrait être rejoint assez rapidement, je dirais dans la matinée. Pareil pour ce qui est du CAC, hein. Le R1, enfin le prix d'ouverture, pardon, on a eu le gap haussier au R2 et on a eu une baisse. Mais ce matin, on devrait avoir un rattrapage de l'indice et donc le CAC devrait probablement revenir chez son R1 à 5415 points. Au niveau du FTSE, pareil, on a eu le pivot, on a eu l'ouverture avec un gap haussier aux alentours du R2, le R3 qui a été atteint. Donc on a eu un écart type qui a été atteint. Et bien là c'est pareil. On a l'appétit pour risque, on est clairement dans la même configuration qu'hier matin. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait une journée baissière, à part si bien évidemment on a un tweet menaçant. Dans ce cas-là, oui, on aurait de la version pour risque qui serait recréée, mais pour le moment, on est exactement dans la même configuration qu'hier matin. Donc voilà, on a l'euro qui est en baisse, pétrole un petit peu volatile, on a les marchés actions asiatiques qui ont clôturé dans le vert ce matin, on a ceux aux États-Unis qui ont clôturé dans un ordre mitigé, mais avec des valeurs tech en hausse. Donc voilà, je vois pas pourquoi on passerait à l'avant du coup ce matin. Donc le R1 du FTSE 7686 points possible en intraday. Et donc on va faire un petit tour sur le Nasdaq. Nasdaq, vous voyez, ouverture avec un fort gap. Ah non, ouverture avec gap haussier. Le R1 qui avait été atteint. Donc de l'appétit pour risque, forcément, R1 atteint. Voilà pour ce qui est des marchés actions. On va passer sur l'or. Alors l'or, j'ai écrit un article hier. Malheureusement, on n'a pas eu le rebond. Enfin malheureusement, ça arrive, hein, de toute façon. Nous n'avons pas eu le rebond en bas du canal. Pourtant, alors que c'était non seulement le bas du canal, mais également l'oblique, cette ligne, cette oblique en bleu, c'est l'oblique haussière qui a cherché tous les points bas depuis 2017. Mais on avait également un prix de clôture mensuel. Donc là, on avait un très fort niveau de support qui a été dépassé à cause de la pression provenant du dollar et également du léger regain d'appétit pour le risque hier. Donc voilà, l'or qui s'est enfoncé. Vu la tendance, si on regarde en journalier, vous voyez la tendance, ça mène à penser qu'on aura une baisse jusqu'à 1250.
Regardez un petit peu l'oblique. L'oblique qui va chercher les plus bas depuis 2017. Donc là, on va probablement avoir un aller à 1150. Si on a le breakout de la semaine, si on a le chandelier hebdomadaire qui clôture sous l'oblique en bleu, on a un signal baissier qui remettra en cause toute cette tendance. Et vous voyez d'ailleurs, ça correspond, ce franchissement également à 50% au tracement de Fibonacci. Et donc, 61,8, 1150, c'est le prochain puissant niveau de support. Alors, Frédéric qui nous demande qu'est-ce qui s'est dit au forum des banques centrales au Portugal hier. Alors, pas grand-chose, honnêtement, rien de concret. On a Jérôme Powell qui a indiqué que la Fed était bien ancrée dans un cycle de resserrement de la politique monétaire, mais que toutefois, la politique monétaire ne prend pas en compte la possible dégradation des relations commerciales entre les États-Unis et ses différents partenaires économiques. Donc en clair, elle a clairement annoncé que voilà, si on a un changement dans le commerce américain, un changement du commerce international, s'il y a un impact sur l'économie, eh bien, elle pourrait réadapter sa politique monétaire. Voilà, cette politique monétaire n'est pas figée. Donc on a eu ça venant de Jerome Powell. Au niveau des autres membres, que ce soit la BCE, Kuroda, voilà, peu importe, on n'a pas eu vraiment de changement. Les autres restent quand même plutôt prudents. Donc voilà, en tout cas rien de concret, hein. Rien de très concret et rien qui a provoqué de la volatilité sur les marchés. Donc l'or, voilà, je pense qu'il peut venir chercher les 1950. Maintenant, voilà, l'or, ça dépend exclusivement du Dixie. Et bon, le Dixie, pour le moment, il est haussier. Mais comme je vous l'ai dit, on a des divergences baissières, que ce soit sur le DXY ou sur cet USD Index. Vous voyez, USD Index. Alors non, là, on n'a pas de divergence sur celui-ci. Alors, on va regarder au pips, enfin, à la valeur près. Donc là, 75,88. Et ici, 76. Donc là, pour le moment, on a une divergence légère, très légère. Mais en tout cas, sur le Dixie, il y en a une qui est assez forte. Donc ça remet un petit peu en question cette impulsion haussière. Donc voilà pour ce qui est du Dixie. Dixie s'il se retourne à la baisse, vous imaginez bien que le gold repartira à la hausse. Pour ce qui est des cours de pétrole, alors, je vais refaire l'analyse technique. Voilà, donc je pense que nous avons suffisamment de support et résistance affichés devant nous. $80, 75$, 70, et 65. Voilà, alors on va peut-être mettre des obliques. Voilà, oblique haussière qui est en train d'être testé, oblique haussière hein, qui est en place depuis juin 2017, depuis un an. Ce qui nous permet de tracer un canal. Alors un canal, comment on le trace? Est-ce qu'on part du haut Alors ça peut être un sujet d'un webinaire éducatif. Comment tracer un canal? Ça peut paraître bête, hein. Mais alors un canal, c'est d'abord un canal haussier, je dis bien. On trace le support et ensuite la parallèle. La parallèle qui est la borne haute. Pour un canal baissier, c'est d'abord la résistance, l'oblique,
résistance, et ensuite on trace sa parallèle comme borne, comme base de ce canal. C'est pas dans un canal aussi, on commence pas par tracer l'oblique résistance et ensuite la parallèle. C'est un support qu'on duplique et qui en fait une résistance. Et ensuite on vient chercher le plus haut, étant donné que dans un support, la théorie, ce qu'on considère, alors, ce qu'on considère, c'est que le prix oscille dans un canal. Ça, c'est la théorie. Et donc, il y a un point bas, un point haut, un point bas, un point haut, et en fait, dans un canal haussier, c'est le prix qui marque des sommets et des creux de plus en plus haut. Donc, en fait, la parallèle, ou quel sommet utilise-t-on? Eh bien, on va utiliser, en théorie, le plus haut entre les deux points de contact de l'oblique. Donc là, on a deux points de contact, on prend le plus haut. Voilà, après, on peut très bien comment dire, peut très bien l'adapter. On n'est pas obligé de mettre le début, vous voyez ici, qui me semble est le plus haut, pour que ce soit plus lisible, plus joli. On vient le mettre ici. Et là, nous avons un canal linéaire, enfin parallèle, et qui est théoriquement dans les règles de l'art de l'analyse technique. Gold, possibilité de revenir à 1240. Alors, je dirais déjà 1250, hein, mon cher Franck, étant donné que 1150, c'est quand même un seul psychologique, c'est 61% de Fibonacci. Donc, voilà, 1240, oui, c'est possible, mais avant les 1240, soyez conscient que 1150 sera normalement un puissant niveau de support. Le pétrole, il faut mieux attendre demain le communiqué de l'OPEP pour voir la tendance hausse ou baisse qui en découlera et pouvoir le trader sainement de nouveau. Alors oui, et en plus de cela, ce qui nous permettra d'avoir un signal haussier, parce qu'actuellement le Brent, si on regarde le pétrole européen, il est sur quoi? Il est sur un niveau de support. Donc soit demain on a le breakout, on clôture la semaine sous ce canal, et dans ce cas ce sera un signal baissier qui remettra en cause toute la tendance haussière. Donc on vient d'acheter Fibonacci, hop, 50%, on pourra anticiper un repli vers cette zone de prix, autour des 65 $. À l'inverse, si on a un rebond, c'est rebond sur un niveau de support, avec probablement donc un avalement haussier ou un marteau, peu importe. Mais en tout cas, un signal technique provenant des chandeliers japonais, en plus du support, donc ça sera un signal haussier en direction des 80. Voilà donc pour ce point de marché. Pas grand chose d'autre à rajouter. On va faire une analyse technique sur le gaz. En attendant que vos questions, enfin en attendant pardon vos dernières questions, excusez-moi. Donc 10 $, 9, pardon 5. Nous sommes en mensuel. Donc là, nous avons déjà pas mal de supports et résistances. Avec le prix but sous les 3 $. Voilà, et un canal baissier qu'on peut tracer. Donc canal baissier, comme je vous l'ai dit. Donc on a une résistance qu'on va dupliquer. Et donc là on a premier point, deuxième point, et donc on vient chercher le plus bas entre ces deux points, qui est ici. Et là nous avons un canal. C'est pas
parce que je vois parfois des personnes qui le font, c'est pas faux, mais c'est pas du coup ce n'est pas un canal. Donc là, une résistance et ensuite, voilà. Il y en a qui font ça pour un canal. Sauf que le canal, il est pas parallèle. Donc techniquement, enfin théoriquement, c'est pas vraiment exploitable. Et parce que en fait, les bornes d'un canal permettent d'indiquer que le prix est dans une phase d'excès ou non. Si on a le prix qui dépasse le canal, eh bien on a une zone d'excès. Sauf que si vous utilisez ce point et vous mettez ici, vous n'avez plus de zone d'excès. Donc c'est plus à, il y a plus vraiment de, comment dire, de d'utilité de tracer un canal parallèle. Un canal c'est parallèle en tous les cas. Donc, voilà. Alors, hier soir, quel était le thème de ton live éducatif? As-tu le lien pour le revoir? Alors, hier soir, il n'y a pas eu de webinaire éducatif d'un point de vue exceptionnel, excusez-nous. Voilà, je vous prie de nous excuser, chers auditeurs. Donc, reprise des webinaires éducatifs dès mercredi prochain. Et si vous avez des sujets, encore une fois, sur lesquels vous voulez que nous fassions, eh bien, écoutez, faites-le nous savoir pour que nous préparions un support. Et donc, voilà, un petit mot sur les cryptos, nous dit François. Très bien. Petit mot sur les cryptos. Alors juste, excusez-moi, je fais une analyse technique sur le gaz, mais je ne l'ai pas commenté. Donc là, le gaz, vous voyez, en haut de son canal, sous un seuil psychologique, sous une résistance mensuelle, ça fait quand même beaucoup. Donc c'est possible. En plus de cela, pardon, regardez, cette magnifique divergence. Divergence baissière. Divergence baissière. En cas de franchissement de 50, on aura le signal baissier du gaz pour venir chercher, vous voyez, le plus bas, hein, cette zone de prix qui est aux alentours des 2,5 $. Voilà. Voilà tout pour le gaz. On passe au Bitcoin. Bitcoin, les cryptos qui ont toujours du mal à progresser. Regardez, on n'a pas vraiment de rebond. C'est un petit peu light. Pas vraiment de catalyseur, en fait. Donc, faut attendre un catalyseur. En plus, en ce moment, on voit qu'on a une plateforme qui se fait pirater encore au Japon, une plateforme d'échange. Donc voilà, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles pour le marché des crypto-monnaies. C'est pas quelque chose qui va rassurer les investisseurs. Et ce qu'a besoin le marché pour progresser, c'est une nouvelle confiance. Comment peut s'améliorer la confiance des cryptos? J'ai écrit un article à ce sujet, 2 articles à ce sujet depuis le début de l'année. Déjà, avec la sécurité des plateformes d'échange, alors je préfère vous rassurer, les cryptos que vous avez accès via IG ne peuvent pas être piratés. Voilà, étant donné que chez IG, vous achetez le CFD. Et c'est ensuite nous, IG, qui nous occupons, enfin la société qui s'occupe de se couvrir, d'acheter et de garder les cryptos à son nom. Donc voilà, c'est IG en fait qui prend le risque, mais pas le client. Bon, donc c'est ça l'avantage majeur de trader les cryptos chez un broker comme chez IG. Mais donc du coup, les cryptos pour avoir plus de confiance, faut déjà que les plateformes d'échange améliorent leur sécurité. 2, faudrait qu'un nombre de sites marchands et de marchands acceptent le paiement par crypto-monnaie, surtout des mastodontes. Imaginez demain Amazon accepte le paiement en Bitcoin, ce serait quelque chose probablement d'exceptionnel pour le Bitcoin. 3, améliorer sa technologie, parce que oui, la blockchain c'est révolutionnaire, mais ça ne peut pas encore remplacer les monnaies d'aujourd'hui. Étant donné qu'on l'a vu en décembre dernier, il y avait 500 000, il me semble, échanges en une journée, ce qui est relativement peu sur une échelle mondiale. 500 000 échanges, et pourtant, on a la limite du Bitcoin qui a été testée en termes de fluidité. D'ailleurs, même, on a eu le prix des transactions pendant ce moment où il y a eu 500 000 échanges en une journée. Le prix d'une transaction, peu importe la transaction, hein, peu importe le montant, la commission était de 45 $. Donc 2 fois
un transfert international avec le réseau SWIFT, le réseau des banques, et ça prenait 2 jours. Donc finalement, il y avait il y avait plus d'inconvénients à envoyer de l'argent en Bitcoin en mi-décembre lorsqu'il y avait eu le pic. Vous voyez, souvenez-vous, le Bitcoin à 20 000 $. Lorsqu'il y avait eu ce pic, ça valait plus le coup de faire un transfert via le réseau bancaire, ça coûtait moins cher, ça allait plus vite que via le Bitcoin. Donc voilà, la technologie est révolutionnaire, mais n'est pas encore, comment dire, je dirais indispensable et ne peut pas encore remplacer les monnaies actuelles. Donc 3, améliorer la technologie. Donc 1, la sécurité des plateformes. 2, démocratiser les paiements en crypto via l'acceptation de cette bien des cryptos par des mastodontes comme Amazon, Apple, Facebook. Vous voyez. 3, eh bien, on vient de le dire, c'est la technologie et 4, la régulation. Et tout ça, le point commun de tout ça, c'est la confiance. Encore une fois, la confiance, c'est le marché. Tout est une question de confiance. S'il y a des mesures pour améliorer la confiance des investisseurs sur ce marché, on aura une hausse du Bitcoin. Mais pour le moment, on n'a pas de nouveau catalyseur qui vient justifier, qui pourrait améliorer cette confiance. Donc c'est pour ça que le Bitcoin ne marque pas des nouveaux plus hauts ou n'a pas vraiment de tendance. Bonjour, en synthèse, la meilleure opportunité du jour, sans garantie bien sûr, short euro dollar exactement. Thomas, sans garantie, bien évidemment, sans garantie. Mais l'euro dollar me semble être la paire la plus intéressante. Regardez, on regarde rapidement ce qu'on a ce matin, l'USD qui maintient son leadership. Et donc, allons voir rapidement, faisons un petit tour sur la BNS, il est 9h40, on a encore 5 minutes. Donc BNS, Banque Nationale Suisse, publication, communiqué de presse. Donc bien évidemment, un taux inchangé, hein, pas besoin de regarder. Tac, qu'est-ce que nous dit la BNS? Maintient le cap, voilà, stabilise, moins 0,75. Alors, d'ailleurs, j'incite à vous faire découvrir, qui va peut-être, que vous avez peut-être apprécié, en tout cas je l'espère. Alors, le dernier BNS, Banque Nationale Suisse, c'était le 15 mars. Donc on va revenir au 15 mars et en fait on va comparer tout simplement deux communiqués de presse. Donc 15 mars communiqué de presse. Voilà. Et ensuite, il y a un site que je vais vous faire voir qui s'appelle changetexchange.com et en fait ça va comparer automatiquement ce qui a changé entre ces deux communiqués. Donc publication 1, pardon, celle du 15 mars. Publication 2, celle d'aujourd'hui. Et donc, ah pardon, PDF, alors que c'est en version HTML qu'il faut. Alors là, du coup, communiqué de presse, bon bah du coup ça ne marche pas sur les PDF, tant pis. Alors, qu'est-ce que nous dit prévision d'inflation juin 2018, mars. Donc l'inflation qui est attendue, finalement, vous voyez, regardez l'inflation. Déjà les prévisions d'inflation ont été rabaissées sur du long terme. Vous voyez, à partir de mi-2019, l'inflation est attendue à un rythme d'accélération plus faible qu'en mars. Mars en jaune, aujourd'hui, enfin juin, en rouge-orange. Donc accélération pour le début de l'année, forcément avec la hausse des cours de pétrole, hein, ça a été depuis mars 2018, les prix de pétrole ont augmenté, hein, en tout cas il me semble. Et donc voilà, hausse de l'inflation, accélération de l'inflation, relevé à la hausse donc pour cette année, mais à partir de la mi-2019, on a finalement un ralentissement. Pour ce qui est donc, vous voyez, prévision d'inflation.
Et donc voilà, c'est tout. Ok, à part cela, voilà, la nouvelle prévision d'inflation conditionnelle pour les trimestres à venir est légèrement plus élevée que celle de mars 2018. Voilà, ce qui est dû à la hausse sensible des prix de pétrole. Voilà. J'avais pas lu le communiqué, hein, il est sorti il y a 12 minutes. Hein. Après le premier trimestre 2019, cette hausse n'aura plus d'effet sur le réenrichissement annuel, ce qui est vrai. À partir de 2019, en raison notamment des perspectives mitigées pour la zone euro. Donc c'est à cause des perspectives mitigées pour la zone euro qu'a priori l'inflation à partir de la mi-2019 devrait ralentir, enfin a été revue à la baisse. Donc très intéressant, très très intéressant. Voilà. Donc l'euro-dollar à 1,15 nous dit François. Oui, euro-dollar intraday à 1,15. 1,15 me semble possible. Et donc ça sera tout pour ce point de marché, chers auditeurs et auditrices. Je vous remercie pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc je vais vous donner rendez-vous, eh bien, écoutez, pour ma part demain pour mon prochain point de marché, comme tout le matin à 9 heures heure française. Euh, donc nous sommes le 21 juin. Vous retrouverez donc Yoav Nizar 14h30, également à 17h. Et nous terminerons la semaine ensemble à 9h et 10h30 avec Yoav Nizar. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente journée sur les marchés.